comprendre le sujet. Allez-y, hein, je ne vais pas vous refuser la parole. Nous ne sommes que dans le sujet d'entrée. Et on est presque arrivé à la fin de l'émission. Allez-y, Charlie, je ne peux pas vous refuser la parole. Merci. Oui. Donc, je voudrais, il y a des choses très pertinentes qui ont été dites ici sur ce plateau, la brillante analyse du président. Pour revenir sur un ensemble de choses, vous savez, il a convoqué les éléments historiques ici parlant du terrorisme. Je ne sais pas si les Africains ont lu le livre de Mark Wills qui s'appelle « Il pleut des mains sur le Congo ». C'est-à-dire que dans ce livre, et Dieu merci, je rappelle que c'est un Belge qui l'a écrit, un franco-belge. Exactement. Il rappelle, image à l'appui, un ensemble de sévices qui justement s'apparente à une pratique terroriste dans laquelle le colon se plaisait pour les enfants de 4 à pratiquement 10 ans, ne respectant pas les quotas de récolte qui leur avaient été imposés, de leur couper le bras. Je vous parle des enfants, avec des images à l'appui, qu'on coupait le bras, parce qu'ils n'ont pas respecté le quota de récolte imposé par le maître colon. Et rappelons que... Les enfants africains. Les enfants africains, dans le cadre des enfants africains noirs, il faut préciser, noirs. Et les femmes, on leur coupait le sein pour qu'elles n'allaitent plus. C'est-à-dire, il y a les images, prenez la peine d'aller, il y a les images, on coupait le sein. Et malheureusement... Merci, président. Merci, président. Et malheureusement, qu'est-ce que l'histoire dit? L'histoire dit que Léopold II est un civilisateur, qu'il a apporté la civilisation au Congo pour avoir commis ces crimes-là. Mais au même moment, les mêmes gens vous justifient. Voilà les images, merci. Et au même moment, ces mêmes personnes vous justifient que Hitler était le plus grand criminel de la Terre. Parce qu'il a tué 6 millions de Juifs. Je crois que nous sommes contre ce genre de pratique, ça il faut le dire. Mais si Hitler a tué 6 millions de Juifs et que Léopold a tué 15 millions de Congolais, en principe, dans l'histoire du monde, laquelle des deux personnes devait être taxée comme le plus criminel de l'histoire du monde? Sauf que l'un est un civilisateur. Il a tué personne et l'autre a tué 6 millions de Juifs. C'est les êtres humains, merci président. Donc ça démontre à suffire le caractère malicieux de ce que nous sommes en train de dire. Reprenons à cette France-là. Il vous souvient que sur ce même média, Afrique Média, il y a un ministre de la communication du Tchad, sous Déby Père, qui était venu ici nous dire en Mondovision, comme quoi les armes retrouvées entre les mains des terroristes de Boko Haram étaient de fabrication française. C'est un ministre en fonction, qui est venu dire ici sur ce média, c'est un ministre. Il dit les armes qu'ils ont récupérées entre les mains de Boko Haram étaient des armes de fabrication française. Et tiens à vous rappeler dans le cadre de l'Arche de Zoé, on se souvient tous, que des rebelles, par une baguette magique, sont arrivés aux portes du palais présidentiel. Simplement parce que le président voulait que un groupe de criminels français, pour avoir posé un certain nombre d'actes qui ne respectent pas les lois et règlements de la République du Tchad contre des enfants tchadiens, devaient être jugés par la justice tchadienne. Lâche de Zoé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la France a, à travers justement son magnifique système de renseignement et ses satellites et ses drones, orienté les rebelles pour que ceux-ci arrivent aux portes du palais sans que les forces de défense tchadiennes ne soient au courant. Et dès qu'ils sont arrivés, ou dès qu'ils étaient en face du palais, on a demandé au président, tu libères les Français et on intervient. À peine les Français, victimes de ce dont nous parlons aujourd'hui, ont pris le vol pour rejoindre la France. La rébellion a disparu et subitement on nous a fait savoir qu'ils sont rentrés, ils ont quitté Djamena. C'est-à-dire, vous voyez comment un pays collabore avec des terroristes pour simplement mettre à mal un pays. Mais je vais m'en aller plus loin. Je crois que la justice française, alors nous parlons, accuse un groupe français qui s'appelle le groupe Lafarge pour financement du terrorisme en Syrie. Ça fait rire. Dans la ville de Palmyre. Ça fait, mais si au moins ils le reconnaissent. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est le rôle de leur multinationale en Afrique. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de ce qu'ils appellent les rançons préventifs. La plupart des multinationales qui opèrent dans le Sahel versent des rançons à la plupart de ces organisations terroristes. Je dis toutes, sans exception. Et c'est connu. C'est connu parce qu'il y a une note de la DGE en 2012 envoyée au président Nicolas Sarkozy, une note de la DGE en 2012 qui rappelle à suffire les rançons préventives, selon eux, versées par un certain nombre de multinationales françaises sur le sol africain à certaines organisations terroristes. Et ce rapport va plus loin en spécifiant que le Qatar, rappelons que le Qatar est ce pays très ami de la France, grâce à Nicolas Sarkozy, qui a permis justement à ces Qataris d'entrer en France
moyennant quelques perdiens, parce qu'il faut dire qu'il a reçu beaucoup d'énormes rétrocommissions, même dans le cas de l'achat du club français Paris Saint-Germain. Eh bien, la note de la DGRE du renseignement, de la DRM, de la direction du renseignement militaire, confirmée par la DGSE, démontre à suffit que le Qatar, par le biais justement d'un certain nombre d'organisations, d'associations, également financer un certain nombre d'opérations et des groupes terroristes dans le Sahel. Mais s'ils ont vent de ces choses-là et qu'ils ne disent pas, ou alors qu'ils ne prennent pas des mesures par rapport à ça, ça veut dire qu'eux-mêmes c'est ce qu'ils font de ce côté-là. Donc c'est pour dire combien de fois ce sont des thématiques autrement importantes, mais qui ne doivent surtout pas nous laisser dans une posture victimaire. Parce qu'également les Africains doivent prendre conscience d'un certain nombre de choses. Vous savez, à l'échelle internationale, le terrorisme n'a pas de définition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus sur une définition universelle du mot terrorisme. C'est chaque État qui va selon sa logique, selon ses intérêts à défendre. C'est pourquoi vous allez voir qu'aux États-Unis, on a voté l'US Patriot Act 1 et 2, qui en réalité sont des lois liberticides, ça il faut le dire, je dis bien liberticides, mais que cela n'a pratiquement dérangé personne parce que de ce côté-là, ils ont compris l'intention de ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, au-delà de renforcer le pouvoir des agences de renseignement et de sécurité, et bien sûr du gouvernement contrôlé par les multinationales et les lobbying, l'intention également derrière de pareilles lois, c'était de justifier, de légitimer non seulement leur base militaire en Afrique, mais également les guerres préventives qu'ils appellent guerre d'invasion, qu'ils mènent sous le prisme de dire qu'ils sont en train de prévenir une catastrophe qui pourrait arriver, mais simplement parce que les États pour lesquels ils mènent ces guerres-là sont des États qui ont des velléités un peu trop souverainistes et nationalistes, et donc qui échappent à leur contrôle et à l'ordre qu'eux ils ont établi. Donc, si nous, en Afrique également, nous ne comprenons pas ces enjeux-là, et nous ne travaillons pas dessus, parce que l'une des choses pour lesquelles, et là je chute, selon un certain nombre de recherches qui ont été menées, et j'ai longuement travaillé dessus, c'est qu'au-delà de ces questions de financement du terrorisme, en Afrique, le terrorisme prospère dans pratiquement 4 États, au-delà de toute cette réalité-là. Le premier, c'est que ce sont les États ayant une certaine porosité des frontières, c'est-à-dire que notre incapacité parfois à supporter le flux des personnes qui entrent et sortent de nos territoires amène justement à ce que des personnes, par un certain nombre de prébendes et autres, organisent ce genre d'opérations dans nos États. Vous avez également les problématiques qui sont liées à la faible législation, parce que généralement en Afrique, nous ne légiférons pas beaucoup passer sur ce domaine-là. Il faut sanctionner et de la pire des façons. Et enfin, vous avez la faible absence de l'autorité de l'État sur l'entièreté de notre territoire. C'est pourquoi vous allez voir que dans le cas, par exemple, comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, tous ces États, le docteur Bekima, vous prenez un cas très simple, c'est que lorsque la France arrive, elle crée ce qu'on appelle une ligne de démarcation. Généralement, l'ONU sait auparavant parce que l'ONU vient justement sous la coupole du droit international, dit qu'ils empêchent que les armées gouvernementales procèdent à un certain nombre d'exactions. L'interposition. Exactement, d'interposition. Ça veut dire qu'ils permettent à quoi? Ils permettent à ce que dans les zones qui sont hors contrôle de l'État, que ces groupes rebelles arrivent à s'organiser de nature à mettre à mal les gouvernements. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que l'absence ou alors la faible représentativité de l'autorité des États dans certains de nos espaces géographiques également concourt à justement la progression de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Je voulais ajouter. Merci. Oui, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut quand même évoluer? Allez-y. Oui, je voulais ajouter à ce qui vient d'être dit que... Oui, merci. Je voulais ajouter à ce qui vient d'être dit que, en réalité, le point faible des arguments que nous apportons ici sont pour la plupart des Africains des mots nouveaux. C'était vraiment des choses qui étaient cachées. C'était un vocabulaire qu'ils ne connaissaient pas. Parce que l'Occident, méthodiquement, a organisé cet état de choses. Puisqu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils ont organisé de telle manière que, comme c'est difficile, même en passant par l'OMS et d'autres moyens, d'éliminer, d'assassiner même les 2/3 des Africains, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer de deux façons. Premièrement, tous les dirigeants africains doivent être des gens à la sorte de l'Occident. Et comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans risque d'être poursuivis. Deuxièmement, vis-à-vis de leurs propres concitoyens, ils ont préparé un certain nombre de textes que le président a évoqués tout à l'heure, selon lesquels
quand l'Occident intervient hors de l'Occident, c'est toujours à titre humanitaire. Toujours. Jamais pour des raisons économiques. Alors, quand vous voyez que M. Macron a totalement perdu la tête, c'est parce que l'uranium du Niger, dans lequel la France s'est enrichie à ne plus en parler, eh bien, est en train de leur échapper. On en parle, hein, du Niger, hein, parce que je pense qu'on va prendre le sujet. Et je voudrais ajouter que, pour terminer, je sors par là, vraiment les discours que j'ai écoutés là, que des Africains ont tenus à l'ONU, oui. les discours que j'ai écoutés là, honnêtement, c'est un début de commencement. C'est-à-dire que, autrefois, 1965-1975, un diplomate, un président africain allait comme ça, son avion n'allait même pas traverser l'Atlantique. Non, possible. Mais voilà que des Maliens sont allés, des Nigériens sont allés, des Guinéens sont allés et ont exprimé leur point de vue. Voilà surtout que nous sommes ici, Afrique Média, en train de parler à l'univers entier. Je crois que il ne faut pas que ceux qui nous ont trop écoutés ce soir, cet après-midi, dorment avec des cauchemars, qu'ils sachent que nous sommes au début d'une ère nouvelle. Parce que tel que les choses se passent, soit ça va aller en pire, c'est-à-dire que la planète elle-même va s'effondrer, soit ça va être un équilibre, et c'est sur ça que nous luttons. Nous ne sommes pas anti-français. Moi, sur la route, là, on dit, vous n'aimez pas la France. Mais je n'ai pas épousé la France pour l'aimer. Bravo. Oh, mais vous n'aimez pas la France? Non. Nous ne détestons personne. Nous dénonçons des actes, des attitudes, des comportements, des idéologies qui sont anti-humanitaires. Et ça, personne ne peut dire que c'est que c'est une mauvaise démarche. Ce n'est pas un péché. Nous voulons simplement que l'Afrique devienne un membre à part entière de l'humanité de notre siècle. Et non pas des sous-hommes auxquels on impose de ceci ou cela, auxquels on prescrit ceci ou cela. Non, c'est fini la colonisation. Et voilà que aujourd'hui nous pouvons parler. Et je crois que le fait de parler va faire que plus jamais le monde ne redeviendra comme il a été hier. Non, je voudrais revenir sur ce Charlie qui vous a réveillé. Oui, c'est un chose que j'ai oublié. Je voudrais revenir sur les notions de terrorisme. Parce qu'on a tendance à limiter ça au domaine militaire. Tout à l'heure, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas limiter ça au domaine militaire. Du moins au domaine militaire et des armes. Il y a le terrorisme culturel. Quand vous détruisez les cultures des gens, ce n'est pas du terrorisme. Le génocide linguistique. Oui, j'appelle ça ethnocide. C'est un vrai génocide. J'appelle ça les ethnocides. Quand vous détruisez les cultures des gens, vous saccagez tout ça. Et M. Zedek disait, vous avez détruit les arts de vivre. Les arts de vivre. Et M. disait, c'est gros, hein, détruire les arts de vivre. Vous ne respectez rien. Il n'y a que la planète que vous voulez respecter. Ça fait rire. Vous voulez sauver la planète. Vous avez détruit les cultures. C'est du terrorisme. La terreur économique. Tout à l'heure, on reviendra à l'ONU. D'accord. La terreur économique, allez lire. John Perkins, il donne un livre. Allez lire John Perkins. John Perkins, je répète. L'assassin économique. Vous aurez froid. Donc vous allez comprendre que l'État américain, ce n'est pas un État normal. Ce n'est pas un État normal. Allez lire. Vous voyez comment on assassine, on terrorise les pays sur le plan économique. Mon cher, la notion, le rapport dialectique entre les multinationales et les groupes rebelles et les groupes terroristes. Vous voyez que tout à l'heure, Charlie a dit que il a convoqué la question de la présence multinationale dans les endroits où il y a qui sont occupés par les terroristes. C'est le hasard. Dès qu'un groupe rebelle est créé et installé quelque part, il est toujours créé et installé quelque part. Il y a à côté des multinationales. Et l'ONU. L'ONU, c'est une organisation voleuse, comme dit Kachi. Elle vole, ils sont des voleurs. On attrape tous les jours les fourgons de l'ONU avec les matières premières. Chargées par des rebelles.
Le multinational, pendant que vous allez à l'est du Congo, vous allez partout, là où il y a les groupes terroristes et les groupes rebelles, les multinationales s'enrichissent plus que jamais. Ça, c'est clair. Et c'est ça, ce qu'on appelle rançon, c'est ça en réalité, le jeu qu'il y a derrière. Parce que quand les gars sont installés sur un territoire, ils ne savent rien faire. Ils ont des armes, et les multinationales c'est-à-dire qu'ils les entretiennent, les encadrent pendant qu'ils protègent l'extraction des matières premières, le pillage des matières premières. C'est ce qui se passe au Mali, qui se passe partout. Vous avez, on a vu ici lors de la guerre en Syrie, donnons les éléments factuels que Jean nous écoute. Il y a eu une engueulade en Mondovision entre M. Hollande et Washington. M. Hollande dit que non, nous les Français, nos terroristes sont modérés. En Mondovision. M. Hollande dit, nos terroristes, M. Hollande et M. Fabius, ils disent que non, nous les groupes terroristes que nous soutiens en Syrie, ils sont des groupes modérés. Et Washington dit que non, les Américains, leurs groupes sont des groupes extrémistes. Obama a assumé ça. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les gens viennent avouer à Mondovision qu'il y a des terroristes modérés et des terroristes extrémistes. Allez savoir ce que ça veut dire. Vous vous rappelez le deal qu'il y a eu en Libye, Charlie, vous vous rappelez, Dr Douma, entre les terroristes et les services secrets français. Tout à fait. C'était quoi le deal? Aidez-nous à finir Kadhafi, nous allons vous transporter au Mali, vous allez occuper le nord du Mali, vous aurez votre Azawad. Effectivement. Mais tout ça c'est connu, mon cher ami. Je termine en disant ceci. Un vrai Africain, nous nous en foutons, parce que nous m'avons dit ça, hein. Le CNSO, comme on nous demande d'être poli dans les plateaux, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas ressembler à certains, sur certains plateaux. C'est tout à fait normal, c'est important d'être poli sur les plateaux de télévision. Nous disons ceci, anti-français ou pour français, moi je m'en fous. Moi, je m'en fous. Anti-français ou pro, je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'un vrai Africain doit marcher avec son cercueil en main. Un vrai Africain doit marcher son cercueil en main. Parce que quand on vous dit que vous n'êtes pas les êtres humains, vous le comptez, vous faites quoi? Votre vie sert à quoi? Vous avez une quelle vie d'abord à protéger. Ouais. Donc nous, on a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il faut marcher avec son cercueil. Nous avons déjà vaincu la mort. Donc, à bon entendeur, salut. Allume ton micro. D'accord. À bon entendeur, salut. D'accord. Merci et nos moments à vous, Président Badakane. Madame, Monsieur, je propose avec